La Guadeloupe tremble, mais Louis Delgrès ne baisse pas les yeux. En mai 1802, la mer des Caraïbes semble retenir son souffle. Au large, des navires français s'approchent des côtes guadeloupéennes. Leurs voiles découpent l'horizon comme des signes de mauvais augure. À bord, des soldats, des officiers, des ordres scellés, des canons, des fusils, et surtout une volonté politique, reprendre fermement le contrôle de l'île. Officiellement, ces troupes viennent rétablir l'autorité de la France. Elles parlent de discipline, de paix, de république, de retour à l'ordre. Mais dans les ports, dans les casernes, dans les rues de Basse-Terre, dans les habitations, chacun comprend que l'ordre colonial n'arrive jamais les mains vides. Il revient avec ses menaces, ses hiérarchies, ses humiliations, ses planteurs impatients, et cette question terrible qui circule sans être toujours prononcée. La liberté conquise en 1794 va-t-elle être reprise ? 8 ans plus tôt, la première abolition de l'esclavage avait ouvert une brèche immense dans le monde colonial. Des hommes et des femmes que l'ancien système avait traités comme des biens avaient de soudain été reconnus comme des êtres libres. Des anciens esclaves, des libres de couleur, des hommes noirs et métis avaient porté les armes de la République. Ils avaient combattu pour défendre la France révolutionnaire, mais surtout pour défendre cette idée nouvelle. Un homme ne peut pas appartenir à un autre homme. Louis Delgrès appartient à cette génération de rupture. Il naît le 2 août 1766 à Saint-Pierre, en Martinique, dans une société coloniale où tout est classement, rang, origine, couleur, privilège. Il est libre de couleur, mais cette liberté reste cernée par les murs invisibles du préjugé. Dans les colonies françaises, être libre ne signifie pas toujours être égal. On peut recevoir une éducation, entrer dans une carrière, porter un uniforme, servir l'État, et pourtant sentir constamment le regard colonial vous rappeler votre place. Delgrès grandit dans ce monde d'ambiguïté. Il apprend tôt que la dignité doit parfois se défendre avant même d'être reconnue. La liberté n'est pas seulement une situation juridique, c'est une lutte permanente contre ceux qui veulent la réduire, la limiter, la surveiller. Très jeune, il entre dans la carrière militaire. L'armée devient pour lui une école de discipline, d'honneur et de lucidité. Il y découvre la dureté des garnisons, le poids des ordres, l'odeur de la poudre, la fatigue des marches, le silence avant les combats. Les Antilles sont alors un théâtre de rivalité entre puissances européennes. La France, l'Angleterre, les intérêts coloniaux, les planteurs, les administrateurs, les officiers. Tous disputent ces îles dont les terres produisent des richesses bâties sur la souffrance des esclaves. Delgrès combat dans ce monde instable. Il affronte les Britanniques, connaît les campagnes militaires, les déplacements d'île en île, les défaites et les reprises, les alliances fragiles et les trahisons. Il voit de près la mécanique des empires. Il comprend que les grands discours de civilisation cachent souvent des intérêts économiques brutaux. Il comprend aussi que les hommes de couleur peuvent être utiles dans la guerre, honorés dans le danger, puis méprisés dans la paix. Lorsque la Révolution française éclate, elle promet un monde nouveau. Les mots circulent, liberté, égalité, citoyenneté, droits de l'homme. Ces mots traversent l'océan, arrivent dans les colonies, s'y heurtent à la réalité des plantations. Car comment parler d'égalité dans un monde où des milliers d'hommes et de femmes sont encore vendus, punis, exploités, transmis comme des marchandises? En 1794, la Convention proclame l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Pour beaucoup, c'est plus qu'un décret, c'est une secousse dans l'ordre du monde. Cette décision transforme les rapports de force. Elle fait naître un espoir immense, mais aussi une peur profonde chez ceux qui vivaient de la domination. Les anciens maîtres n'oublient pas leurs privilèges. Les planteurs supportent mal l'idée que les corps qu'ils possédaient hier puissent devenir des citoyens aujourd'hui. Delgrès, lui, comprend la portée de l'événement. La liberté de 1794 n'est pas un simple changement administratif. Elle est une promesse historique. Elle donne un sens nouveau aux armes portées par les soldats noirs et métis. Elle transforme leur combat en défense d'une liberté réelle. Ils ne combattent plus seulement pour la France, ils combattent pour empêcher le retour de l'ancien monde. Mais les promesses politiques sont fragiles quand elles menacent les intérêts des puissants.
En 1802, Bonaparte veut restaurer l'autorité française dans les colonies. La France sort des troubles révolutionnaires et cherche à réorganiser son empire. Dans les bureaux du pouvoir, on parle d'efficacité, de production, d'ordre colonial. Dans les îles, ces mots éveillent une angoisse immédiate. Car l'ordre colonial, pour ceux qui l'ont subi, n'est pas une abstraction. C'est le fouet, la chaîne, le travail forcé, le silence imposé. Quand les troupes du général Richepense débarquent en Guadeloupe, la tension devient palpable. Les soldats noirs et les officiers de couleur sont observés avec méfiance. On cherche à reprendre la main sur les forces locales. On impose, on surveille, on teste l'obéissance. Le piège se dessine peu à peu, désarmé, isolé, neutralisé, puis imposé. Delgrès voit le danger avant qu'il ne soit trop tard. Il sait que les mots officiels ne suffisent pas à masquer la réalité. Il sait que la domination avance souvent sous des habits propres. Elle ne dit pas toujours immédiatement ce qu'elle veut. Elle parle d'ordre avant de parler de chaîne. Elle parle de discipline avant d'écraser la liberté. Elle parle de loyauté alors qu'elle prépare la soumission. Alors Delgrès refuse. À Basse-Terre, il devient l'un des principaux chefs de la résistance. Le fort, les rues, les hauteurs, les postes militaires deviennent les lieux d'une tension extrême. Les hommes qui l'entourent savent que le rapport de force leur est défavorable. Les troupes venues de France sont plus nombreuses, mieux équipées, soutenues par l'appareil officiel. Mais la résistance de Delgrès ne repose pas seulement sur une logique militaire. Elle repose sur une certitude morale. Si l'on accepte de rendre les armes sans résistance, alors la liberté de 1794 meurt sans même avoir été défendue. Le 10 mai 1802, Louis Delgrès fait afficher une proclamation destinée à devenir immortelle. À l'univers entier, le dernier cri de l'innocence et du désespoir. Ce titre seul porte déjà toute la tragédie. Delgrès ne s'adresse pas seulement à la Guadeloupe. Il ne s'adresse pas seulement à la France. Il s'adresse au monde entier, comme s'il savait que son combat allait dépasser le champ de bataille. Il refuse que les vainqueurs écrivent seuls l'histoire. Il refuse d'être présenté comme un simple rebelle, un mutin, un obstacle à l'ordre. Il veut que les générations futures comprennent, ceux qui résistent en Guadeloupe ne combattent pas contre la loi, ils combattent contre une trahison de la liberté. Sa proclamation est un acte politique, mais aussi un testament. Elle transforme la résistance armée en accusation morale. Elle dit que l'innocence est acculée. Elle dit que le désespoir peut devenir une force lorsque toutes les portes de la justice sont fermées. Elle dit que l'homme libre ne peut pas accepter de redevenir une chose. Les combats s'intensifient. La Guadeloupe devient un champ de tension et de feu. Les coups de canon résonnent, la fumée monte, les positions changent. Delgrès commande avec lucidité. Il n'ignore pas la puissance de l'adversaire. Il sait que la victoire militaire devient de plus en plus improbable, mais il sait aussi qu'une défaite peut devenir plus grande qu'une victoire si elle révèle la vérité de l'oppresseur. Peu à peu, l'étau se resserre. Delgrès se replie dans les hauteurs de Matouba, près de Saint-Claude. Là, dans l'habitation d'Anglemont, la résistance entre dans son dernier cercle. Les montagnes entourent les derniers combattants comme un sanctuaire tragique. L'air est lourd. La végétation humide retient les odeurs de poudre, de sueur et de terre. Chaque homme sait que la fin approche. À Matouba, Delgrès n'est plus seulement un chef militaire, il devient une conscience placée face à l'abîme. Il pourrait chercher une issue personnelle, tenter une fuite, espérer une négociation. Mais il comprend que sa capture serait utilisée contre la cause qu'il défend. Le pouvoir colonial voudrait le montrer vaincu, soumis, réduit au silence. Il voudrait transformer son corps en preuve de domination. Delgrès refuse même cela. Dans ces dernières heures, il ne reste plus que l'essentiel, ne pas laisser l'ennemi choisir le sens de sa fin. Si la liberté doit mourir ce jour-là, elle ne mourra pas à genoux. Elle ne mourra pas enchaînée. Elle ne mourra pas livrée à ceux qui veulent en effacer jusqu'au souvenir. Le 28 mai 1802, encerclé à Matouba, Louis Delgrès choisit l'explosion plutôt que la soumission. Avec ses compagnons, il préfère mourir libre plutôt que tomber vivant aux mains des forces qui incarnent le retour de l'ordre colonial.
La déflagration emporte les corps, secoue la montagne, marque l'histoire d'une violence terrible et d'une grandeur tragique. Les troupes françaises peuvent occuper les lieux. Elles peuvent écrire leurs rapports. Elles peuvent proclamer le rétablissement de l'autorité. Mais elles ne peuvent pas capturer ce que Delgrès vient de laisser derrière lui, un cri. Ce cri traverse le temps. Il traverse 1802, année de la trahison. Il traverse 1848, année de l'abolition définitive. Il traverse les mémoires familiales, les commémorations, les monuments, les noms de lieux, les récits transmis. Il rappelle que la liberté n'est jamais seulement donnée par un décret. Elle doit être défendue contre ceux qui voudraient la reprendre. Aujourd'hui encore, Louis Delgrès demeure l'un des grands symboles de la résistance anti-esclavagiste en Guadeloupe. Son nom est attaché à Basse-Terre, à Matouba, au fort Delgrès, aux mémoires de l'abolition et des luttes contre le rétablissement de l'esclavage. Mais son héritage dépasse les frontières de l'île. Il pose une question universelle. Que vaut une république si elle proclame la liberté d'une main et prépare la servitude de l'autre? Que valent les principes si l'on refuse de les appliquer au peuple colonisé? Que vaut la loi si elle devient l'instrument d'une oppression restaurée? Louis Delgrès ne nous laisse pas seulement une mort héroïque, il nous laisse une exigence. Il nous rappelle qu'une liberté surveillée n'est pas une liberté pleine, qu'une liberté que l'on peut retirer n'est pas encore une liberté garantie, qu'une promesse trahie peut devenir le point de départ d'une résistance plus grande que la peur. En Guadeloupe, son nom résonne comme une blessure et comme une force. Une blessure parce qu'il rappelle la violence de 1802, le retour de l'ordre colonial, la fragilité des promesses républicaines. Une force parce qu'il montre que même dans l'encerclement, même dans l'échec militaire, même dans l'instant où tout semble perdu, un homme peut encore choisir la dignité. Louis Delgrès n'a pas seulement combattu pour son époque. Il a parlé à toutes les générations qui savent que les droits ne survivent que si des femmes et des hommes acceptent de les défendre. Son dernier cri n'est pas resté prisonnier de la fumée de Matouba. Il est devenu une mémoire, un avertissement, un serment. Et ce serment demeure intact, plus jamais le retour aux chaînes. Si tu as aimé cette vidéo, like, commente, partage et surtout, abonne-toi pour ne pas rater notre prochaine histoire.